It's a hedge knight, ain't it? What? It's like a knight, but sadder. Quel plaisir de découvrir une nouvelle série dérivée Game of Thrones pour la première fois. L'excitation est presque inégalée. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. A Knight of Seven Kingdoms dégage une énergie totalement différente de House of the Dragon, car le premier spin-off est arrivé juste après le final controversé de Game of Thrones, et il assume pleinement son statut de série sérieuse sur l'apogée du pouvoir des Targaryens. Ce spin-off ne veut pas répéter les erreurs du passé. L'histoire est omniprésente dans l'univers de George W.R. Martin, bien que certains mots du capitalisme à Westeros et, selon les époques, des dirigeants incestueux soient inspirés de faits historiques médiévaux réels, Westeros n'en demeure pas moins un portrait fictif, riche et complexe, fruit de 30 années de travail de l'auteur. Chaque conflit, petit ou grand, déclenche un effet papillon qui engendre un nouvel événement des années plus tard. Ces personnages sont obsédés par la perpétuation, ou l'arrêt de l'héritage de leurs ancêtres. Ils vénèrent les grands hommes qui ont marqué l'histoire. L'un d'eux est un homme originaire de Culpucier, nommé Duncan le Grand. Les fans se souviendront peut-être de Duncan, plus connu sous le nom de Dunk. Dans l'épisode 1 de la saison 4 de Game of Thrones, Geoffrey Baratheon mentionne que 4 pages lui sont consacrées dans le livre des annales de la garde royale. Il est également brièvement évoqué dans le 3e épisode, comme l'histoire préférée de Bran Stark. Maintenant, remontons le temps d'environ 90 ans, et ce prétendu héros n'en a vraiment plus l'air. Pourtant, il a l'étoffe d'un héros, et c'est bien là l'essentiel. La série s'ouvre sur une note mélancolique avec les funérailles de son mentor de toujours, Sir Harlan de l'Arbre-Sous, dont il était l'écuyer. Ce ton détonne d'emblée à l'opposé de ce que les spectateurs attendaient d'une série annoncée comme légère et humoristique. Le ciel est gris, Dunk est trempé par la pluie, et l'absence de musique donne aux spectateurs l'impression de partager le deuil de Dunk. Alors que Dunk prononce quelques mots en hommage à Sir Harlan, la série interrompt brutalement cet éloge solennel par une vérité crue. Tandis que Dunk félicite Sir Harlan de ne pas l'avoir battu alors qu'il ne le méritait pas, ce qui semble être le minimum, la série enchaîne brusquement sur un montage montrant Sir Harlan infligeant précisément cela à un Dunk plus jeune puis adulte. C'est un moment d'humour sublime qui annonce le changement de ton de la série par rapport à Game of Thrones et House of the Dragon. Parallèlement, il est contrebalancé par une vision erronée de la conception que Dunk a de la chevalerie. C'est l'introduction parfaite pour Dunk. Voir Duncan errer sans but dans le premier épisode montre à quel point il a été dépendant des autres toute sa vie. C'est un homme qui n'a jamais eu à prendre de décision par lui-même, ni même à réfléchir par lui-même, s'en remettant toujours aux autres. C'est un homme maladroit, peu à l'aise en société, ce qui contribue pourtant à son humilité. On ne peut donc s'empêcher de le soutenir lorsqu'il tente de convaincre un seigneur ivre et un homme qui crache des molards que son titre de chevalier est légitime. C'est un homme qui découvre le monde réel pour la première fois, alors qu'il y a vécu toute sa vie. L'une des choses intéressantes que le showrunner Ira Parker fait discrètement avec Dunk, c'est d'en faire un protagoniste en quelque sorte peu fiable. Ce trope a mauvaise réputation, car il est souvent associé à des méchants déguisés en héros, ou à des menteurs invétérés qui fuient la vérité comme la peste. D'une certaine manière, Dunk appartient à cette dernière catégorie, mais sa douceur l'empêche de sombrer dans la corruption qui frappe nombre de chevaliers corrompus de Westeros. À l'instar de Sansa Stark, Dunk se forge une image de la chevalerie à travers de magnifiques contes. Il lui est inconcevable qu'un chevalier puisse coucher avec des prostituées, boire jusqu'à l'ivresse, ou même blesser ceux-là même qu'il est censé protéger. On a l'impression qu'il choisit peut-être de fermer les yeux sur les aspects les moins vertueux de Sir Harlan pour préserver cet idéal. Les flashbacks sont un outil précieux pour révéler la vérité qui se cache derrière Dunk. C'est un procédé narratif rarement utilisé dans Game of Thrones, mais il fonctionne ici pour illustrer le conflit intérieur de Duncan, tiraillé entre la véritable image de Sir Harlan et celle qui s'est forgée pour devenir un bon chevalier. Cet épisode laisse entrevoir que la première saison arrachera Dunk à son monde imaginaire et le ramènera à la réalité, avec l'aide d'un petit garçon et peut-être de quelques Targaryens croisés en chemin. L'autre moitié de la série, Huff, est une véritable tornade qui ne faiblit jamais tout au long de l'épisode. Dunk le rencontre pour la première fois dans une taverne, le prenant pour un garçon d'écurie à la langue bien pendue. Ce n'est que plus tard que Dunk apprend que Huff est un orphelin de Port-Réal qui rêve de devenir son écuyer. Il est assez évident que Huff cache quelque chose de louche, et les lecteurs des livres comprendront pourquoi. Mais pour l'instant, gardons ces révélations secrètes jusqu'à la diffusion des épisodes.
Huff est un contrepoint dynamique à Duncan, rappelant sans doute au grand chevalier sa propre jeunesse. C'est toujours agréable de voir des enfants se comporter comme des enfants dans une série fantastique, plutôt qu'un enfant forcé de grandir à cause des difficultés qu'il rencontre. Huff taquine Dunk de temps à autre, mais il est aussi aventureux et joueur. C'est exactement ce dont Dunk a besoin pour garder son sérieux. Il apporte une touche de positivité bienvenue, contrebalançant l'autodérision de Duncan. La scène finale où ils sont allongés ensemble sous les étoiles est l'un des plus beaux moments de l'épisode. C'est la meilleure preuve que les relations pourraient même surpasser les liens improbables de Game of Thrones. Sur son chemin vers le tournoi de Sandreguet, Dunk rencontre de nombreux personnages, dont plusieurs sont habilement présentés comme de futurs alliés. Parmi eux, Tenzel, artiste et marionnettiste, échange avec Dunk des regards complices. Elle monte un spectacle sur les Targaryens avec des effets spéciaux étonnants. On croise également les cousins Fossauvois, Raymoon et Stéphane, qui se disputent sans cesse. Raymoon rappelle Podrick Payne, gentil, joyeux et un peu naïf. Bien que Claffey et Hensel soient incontestablement impressionnants, surtout ensemble, Daniel Ings livre une performance remarquable dans le rôle de Lionel Baratheon. De tous les Baratheons apparus à l'écran dans Game of Thrones et House of the Dragon, Lionel est de loin le plus charismatique. On perçoit un soupçon de son éducation privilégiée et austère dans son attitude initiale envers les petites gens et Dunk, indûment offensé par le manque de cadeaux apportés par ce dernier. Mais finalement, le vrai Lionel se révèle flamboyant et complexe. Il semble encore avoir une pointe de supériorité, mais il la dissimule pour le plaisir. Et il s'amuse beaucoup. La séquence de danse entre lui et Dunk, qui prend des allures de joute joyeuse, est l'une des scènes les plus vivantes de toute la saga. Personne ne suit une chorégraphie rigide dans des vêtements inconfortables couverts de bijoux et de chaînes. Peuple et seigneur se laissent emporter par le rythme d'une musique sublime. Ce petit coup de pouce énergique que Dunk donne à Lionel est une délicate attention qui témoigne de la complicité immédiate entre les deux. Leur petite danse, empreinte de sensualité, illustre comment les notions de genre et de sexualité s'effacent lorsqu'on s'amuse. Les téléspectateurs remarqueront que les Targaryens n'apparaissent pas dans cet épisode. Du moins pas explicitement. C'était une sage décision de ne pas éclipser l'arrivée de Dunk et Huff, car, soyons honnêtes, les Targaryens sont tellement mystérieux qu'ils occupent tout l'écran. Mais à cette époque, les dragons ont disparu et la réputation des Targaryens commence à se ternir. Ils ne seront peut-être que de simples hommes lorsqu'ils feront leur apparition. Pour l'instant, la série met en lumière un aspect souvent négligé de Westeros, les petites gens. Lorsque Dunk arrive au tournoi de Sandreguet, la série salue le travail des villageois pour organiser le tournoi et en assurer le bon déroulement. Le traitement des prostituées est également une nette amélioration. La série n'occulte pas leur profession, mais elles sont dépeintes comme des êtres humains dignes de respect et non comme des objets de désir. De plus, il est évident que la série bénéficie d'un budget plus modeste que ses prédécesseurs, ce qui sert au mieux l'histoire. Une série de ce genre n'a pas besoin de près de 15 millions de dollars par épisode lorsqu'elle explore une vie qui ressemblerait à celle d'une personne réelle au Moyen-Âge. En restant intimiste et fidèle à ses thèmes, la série offre un retour chaleureux à Westeros. La grandeur de House of the Dragon est indéniable, mais elle se révèle aussi froide et distante. Rares sont les spectateurs qui peuvent s'identifier aux problèmes des puissants et richissimes Targaryens. En revanche, ils peuvent s'identifier à Duncan, un homme en quête de gloire qui peine à accepter la réalité de son éducation. Certes, le premier épisode de ce spin-off aurait pu se passer de l'humour scatologique qui a considérablement nui à Game of Thrones, de la manière la plus répugnante qui soit. Mais A Night of Seven Kingdoms est un début prometteur pour une amitié touchante qui pourrait bien jeter des ponts entre les petites gens et la noblesse. Le premier épisode suit principalement Duncan le Grand. En route pour le tournoi, Dunk s'arrête dans une taverne où il rencontre un homme ivre et anonyme. À peine conscient, l'homme avertit Dunk de se tenir à l'écart car il a déjà rêvé de lui. La tavernière dit à Dunk de ne pas s'en préoccuper, mais l'ivrogne laisse une pièce ornée du sceau targaryen, un dragon à 3 têtes, avant de monter à l'étage. N'importe qui peut posséder un dragon d'or, la monnaie la plus précieuse de Westeros, mais rares sont ceux qui en dépenseraient autant pour un repas et des boissons dans une taverne. Compte tenu de son étrange générosité, de son état d'ébriété, de sa garde-robe de velours rouge et de sa propension à croire en ses rêves, il ne peut s'agir que du prince d'Aeron Targaryen. Il existe d'autres Daeron notables dans l'histoire. Celui-ci est particulièrement connu sous le nom de Daeron l'Ivrogne, en raison de son passe-temps favori. Daeron est le fils aîné de Maekar Targaryen et le frère aîné de Aerion et d'Aegon V. Selon la série de nouvelles, Daeron était un rêveur de dragon, une des formes de magie les plus rares chez les Targaryens. Le frère de Daeron, Aemon, confirma que ses rêves de dragon le consumaient comme une malédiction, causant sa mort. La raison pour laquelle le rêve de Dunk a tant effrayé Daeron trouve une réponse dans les romans et sera probablement abordée dans la série.
La série ne révèle pas grand-chose d'autre sur Lionel, si ce n'est qu'il semble être un combattant hors pair, déterminé à perpétuer l'héritage Baratheon, même dans les situations les plus critiques. L'histoire nous en apprend davantage sur Lionel et sa vie à Westeros. Martin le décrit comme un géant fanfaron, une image saisissante que la série souligne dès le premier épisode, lorsque Duncan avoue l'avoir imaginé plus grand. Bien qu'il partage le nom de Baratheon avec le roi Robert dans Game of Thrones, on ignore si ce dernier était un descendant de Lionel. L'histoire confirme que Lionel avait au moins une fille. 2 autres Baratheons notables existent à cette époque, mais leur lien de parenté avec Lionel reste incertain, Gowen et Ormund. Selon les œuvres de Martin, Ormund était l'héritier de Lionel, ce qui signifie qu'il pouvait être son fils, son neveu, voire son cousin. À l'époque de la série, Gowen est le 3e fils d'un seigneur régnant d'Accalmie. Parmi les deux, seul Gowen aurait été choisi pour apparaître dans la série, ce qui pourrait confirmer qu'il est le frère de Lionel. Puisque Martin n'a pas précisé les liens de parenté entre Lionel, Gowen et Ormund, notamment avec ce dernier, il est difficile de déterminer si Lionel et Robert sont des parents directs. Ormund est le grand-père de Robert. Confirmer que Lionel est le frère de Ormund simplifierait donc la lignée Baratheon, mais pour l'instant, le mystère demeure. Vraisemblablement, les enfants de Lionel ne joueront pas un rôle important, du moins pas avant plusieurs saisons, si la série va jusque-là. Pour l'instant, Lionel reste une énigme. Comment sa lignée le mène-t-elle à Robert? Sera-t-il un allié de Dunk? Dans cet épisode, l'objectif principal de Dunk est sans doute de trouver un chevalier ou un seigneur pour attester son titre de chevalier, mais plusieurs indices, tout au long de cet épisode, laissent penser qu'il ne dit pas toute la vérité. D'après Duncan, Sir Harlan l'a adoubé sur son lit de mort. Or, malgré les nombreux flashbacks de cet épisode, on ne voit jamais un tel moment. Au contraire, tous les souvenirs de Sir Harlan suggèrent qu'il n'avait aucune intention de faire de son écuyer un chevalier. Il est donc fort probable que Dunk mente. S'il avait été adoubé, il n'aurait pas passé les premières minutes de l'épisode à décider de la suite. Sa détermination laisse supposer que se rendre au tournoi était une entreprise risquée. Pourtant, Dunk sait qu'une seule victoire suffirait à consolider son statut. Bien sûr, le fait que Dunk ne soit probablement pas un véritable chevalier rend sa quête d'un garant pour lui d'autant plus impossible. Il faudra attendre le 2e épisode pour déterminer précisément comment il s'y prendra. Très bon début de série, le duo est incroyable, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, à la semaine prochaine. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.